À la une ce soir, collèges et lycées en état de faillite financière, c'est ce que dénonce la CFDT. Selon le syndicat, les subventions annuelles n'ont toujours pas été versées par la CTG. Les établissements ne peuvent donc pas assurer leur entretien. L'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, prend sa retraite. Elle l'a annoncé officiellement la semaine dernière. Elle va donc bénéficier de pensions pour ses postes de députée et conseillère régionale. Il ne s'agit pas pour autant d'une retraite politique. Et puis dans votre série Made in Guyane ce soir, du chocolat, une jeune femme en confectionne sous toutes ses formes à Saint-Laurent depuis son domicile. Elle vend ses mignardises sur le marché et sur commande. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre session d'information. On démarre bien sûr ce soir avec l'actu du jour. Un prêtre a donc été arrêté et placé en garde à vue pour attouchement sur mineur de 14 ans, âgé de 67 ans. Il exerce à la paroisse de Soula 1 à Macouria et c'est suite à un entretien avec l'évêque de Guyane qu'il s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. Monseigneur Lafond est justement là pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors expliquez-nous, Monseigneur Lafond, exactement quel était l'objet de cet entretien avec le père Henri-Claude Jean-Philippe. J'ai reçu lundi soir une maman et son jeune garçon qui sont venus me faire part d'accusations assez graves contre ce prêtre. Et donc j'ai immédiatement appelé mes plus proches collaborateurs. Le lendemain matin, ils ont eu un entretien avec lui, à la suite duquel je suis moi-même entré en contact avec lui. Je lui ai demandé par mesure de précaution d'abandonner son lieu d'habitation, de venir à Cayenne. Et après avoir fait entendre la maman et le jeune par les deux prêtres qui me conseillent, j'ai demandé à ce prêtre de se présenter lui-même à la gendarmerie de Macouria. Il s'est donc présenté aujourd'hui aux gendarmes? Non, il s'est présenté jeudi, c'est-à-dire hier matin, je crois. Il s'est présenté à Kourou. À la suite de quoi, je pense que les gendarmes ont pris contact avec la famille et le jeune. Et ce matin, ils l'ont convoqué de nouveau. Il s'est rendu lui-même à Kourou, où il a été mis en garde à vue. Alors l'enquête va bien sûr déterminer les faits, mais déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être probabilité dans ces accusations, notamment suite à vos échanges avec les proches de l'enfant? Si j'ai conseillé au prêtre de se rendre à la gendarmerie, c'est parce que j'avais des raisons de croire que l'enfant disait des choses vraies. Et les faits remonteraient à quand? Quelques mois. Quelques mois depuis... Depuis quelques mois, oui. D'accord. Et vous lui avez donc conseillé de se dénoncer. On ne peut pas s'empêcher, bien sûr, de faire un peu le rapprochement avec l'évêque de Lyon, Monseigneur Barbarin, accusé d'avoir couvert un prêtre de son diocèse dont il avait su qu'il aurait commis des actes similaires. Alors oui, la situation n'est pas exactement la même dans la mesure où moi j'ai dû faire face à des faits qui m'ont été rapportés directement et aujourd'hui, alors que Monseigneur Barbarin avait un prêtre dont son prédécesseur s'était occupé. Et donc voilà, et quand il a eu connaissance qu'il y avait eu des problèmes 15 ou 20 ans avant, il n'a pas eu le réflexe de reprendre l'affaire. Mais c'est un peu différent quand même comme situation. Tout à fait. Vous pensez que c'est un cas isolé en Guyane? Est-ce qu'on peut peut-être du coup ouvrir une sorte de dossier, se poser plus de questions sur ce genre de faits au diocèse de Guyane? Je sais qu'il y a en Guyane énormément d'abus sexuels contre les enfants, dont plus de 80% d'ailleurs sont des faits à l'intérieur des familles, entre des enfants et leurs beaux-parents ou le compagnon de leur maman, souvent des oncles, des tantes. Il y a sans doute aussi des faits qui concernent des enseignants et des prêtres. Personne ne peut dire à l'avance le nombre ni la manière dont ça s'est passé. Quelle va être donc la réaction de l'Église dans cette affaire? Écoutez, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Il est toujours présumé innocent, mais d'abord je voudrais exprimer ma profonde tristesse et puis un dégoût quand même pour ce genre d'actions si elles sont avérées justes, parce qu'il s'agit d'enfants qui ont besoin de confiance et non pas qu'on abuse d'eux pour son plaisir personnel. Donc c'est une immense tristesse pour nous. Est-ce que vous envisagez par exemple de vous porter partie civile dans le cas d'un procès? Je ne pense pas avoir besoin de le faire, je n'en sais rien pour le moment, je n'ai pas vu tous les aspects juridiques. Ce qui se passe, c'est que par contre, nous aurons au niveau de l'Église aussi à envisager des sanctions si les faits étaient avérés. Et donc, Monseigneur, alors non pas Monseigneur, le prêtre Henri-Claude Jean-Philippe a donc été placé en garde à vue. On a appris que la garde à vue était d'ailleurs prolongée ce soir. Peut-être que vous avez un petit peu plus d'informations. Je l'ai appris il y a quelques dizaines de minutes, mais je n'en sais pas plus. Merci beaucoup, Monseigneur Lafond, d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Je vous l'annonçais en titre, les collèges et les lycées guyanais sont dans le rouge, ce que dénonce la CDTG. Le syndicat donc pointe du doigt la mise en place de la CTG qui provoquerait des lenteurs
lenteur dans la distribution des subventions annuelles. Ainsi, les établissements du second degré gérés par la collectivité se retrouvent en état de faillite financière, même si les versements des salaires sont toujours assurés. On écoute les précisions d'un gestionnaire d'un établissement scolaire au micro de Maxime de la Houplière. Nous sommes à court de trésorerie, nous ne pouvons plus émettre de bons de commande. Donc, plus de commandes de produits d'entretien. Certains établissements font l'entretien de l'établissement avec de l'eau, simplement, parce que les produits, nous ne pouvons plus les acheter. Des fosses septiques qui ne sont pas entretenues, donc qui arrivent à débordement, des odeurs qui remontent, des portails d'entrée d'établissements qui ne fonctionnent pas, par exemple, et l'établissement est ouvert à tous. Nous continuons à fonctionner avec les moyens que nous avons. Alors ça devient aujourd'hui du bricolage, puisque nous devons faire avec le peu que nous avons, mais c'est juste pour tirer quand même une sonnette d'alarme, pour faire savoir aux autorités que la situation devient critique et que nous devons réagir rapidement pour le bien-être de nos enfants et bien sûr de nos collègues. Je prends sur moi le fait qu'il y ait eu un retard, je prends sur moi le fait qu'on n'ait pas informé alors qu'on venait d'avoir l'information, on n'a pas pensé, on a d'abord pensé à traiter le sujet avant de passer à communiquer. Ça c'est une erreur, on le saura la prochaine fois, mais sur 15 jours de différentiel entre la date prévue du versement et la date effective de celui-ci, voilà. Donc il ne faut pas tomber non plus dans un scénario complètement catastrophe. À partir de la semaine prochaine, les mandats vont être sur les comptes des établissements, donc je le regrette, je suis gestionnaire aussi, ça m'aurait mis en difficulté, mais voilà, le problème est traité, il y a eu un déficit de communication, les dotations sont notamment en augmentation et sécurisées, ça fait partie de nos dépenses obligatoires, et en plus on a augmenté de manière volontariste le dispositif. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, fait valoir ses droits à la retraite. Elle l'a annoncé officiellement la semaine dernière. Elle va donc bénéficier de pensions pour ses postes précédents de députée de Guyane, députée européenne et conseillère régionale. Une annonce toutefois qui pose question à l'approche des élections présidentielles. Mia Pierre. 2 mois après sa démission au ministère de la Justice, la Guyanaise Christiane Taubira fait valoir ses droits à la retraite. Une décision qui ne semble pas avoir surpris plus que ça. C'est en 1993 que cette militante indépendantiste au verbe facile accède à son premier mandat national. Elle est élue députée de Guyane avec son parti créé de toutes pièces, Walwari. Elle fera 4 mandats à l'Assemblée nationale et une loi importante sur la traite négrière. L'ancienne candidate à la présidentielle de 2002 prend sa retraite après un parcours politique semé d'embûches. Très souvent, elle a été sollicitée pour jouer un rôle sur le plan international, mais elle a toujours préféré privilégier sa Guyane. Pour sa retraite, Christiane Taubira touchera 2 700 € pour avoir été députée de Guyane, une centaine d'euros en tant que conseillère régionale de Guyane et 1 400 € pour son poste de députée européenne. Un total qui se monte aujourd'hui à 4 608 €. Anodine pour certains, la décision de Christiane Taubira est très commentée en haut lieu. Car même si elle fait valoir ses droits à la retraite, elle n'a pas annoncé son départ de l'arène politique. À 1 an de la présidentielle, rien ne dit que la Guyanaise ne jouera pas un rôle dans cette nouvelle échéance. Restez avec nous dans quelques instants. Votre série Made in Guyane, on vous fait découvrir ce soir le parcours atypique d'une jeune femme. Elle a quitté le métier d'infirmière pour faire du chocolat. Elle le fabrique donc chez elle et le vend sur le marché et sur commande. Et puis nous parlerons musique avec notre invité ce soir, Richard Cavé, chanteur des célèbres Karimi. Le groupe de compas sera sur la scène du Zéphyr ce soir. Entretien à suivre. Vous le savez, les apprentis, ces jeunes en formation à la recherche d'un emploi en alternance, peinent de plus en plus à trouver une entreprise en mesure de les accueillir, ces dernières faisant face à plusieurs manques, notamment de financement. Eh bien, la question fera l'objet de 3 jours d'assises à la Chambre des métiers du 14 au 18 avril prochain. On écoute justement les précisions du président de la Chambre et le coordinateur au micro de Mia Pierre. On aura des ateliers qui sont destinés justement à voir comment on peut améliorer les relations jeunes et employeurs, à voir comment on peut adapter l'économie de l'apprentissage avec l'environnement, voir comment on peut
orienter les formations vers les métiers d'avenir. Vous voyez, c'est tous ces travaux-là qui vont nous permettre d'être en phase avec la réalité du terrain. Et de ces ateliers, ensuite, on fera un livre blanc, il y aura des propositions sûres et certaines qui seront proposées au préfet, au président de région et au recteur. Et j'ai demandé au président qu'à la suite de ce livre blanc, justement, il y ait quelqu'un qui suive la réalisation de toutes les options qui auront été prises et qu'à des dates déterminées, on ait un compte-rendu. Il y a une réalité économique ici où finalement on s'aperçoit que nos apprentis ont besoin, avant même de rentrer en apprentissage, de monter en compétences, c'est-à-dire d'avoir les requis à la disposition et pour les maîtres d'apprentissage, la possibilité d'être formés parce qu'on peut être un très bon professionnel, mais on a besoin d'une formation. Et en bref, justement, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Guyane, Harry Contou, avait été relaxé de l'accusation de harcèlement moral qu'il avait menée devant le tribunal correctionnel de Cayenne en janvier dernier. Une relaxe initialement requise par le parquet et qui a finalement demandé un jugement en appel de cette décision. Nous suivrons bien sûr en justice. On poursuit en Guadeloupe avec les accidents de la vie courante qui constituent la première cause de mortalité infantile. On dénombre environ 18 000 décès en France chaque année, dont 120 concernent la Guadeloupe. Justement, afin de prévenir ces accidents domestiques, le maire de Petit Canal a décidé d'initier une journée de sensibilisation aux gestes de premier secours. Nathalie Dinan et Karen Diamin y ont assisté. Initier les enfants aux gestes de premier secours, c'est contribuer à diminuer le nombre de morts lors des accidents domestiques. Et cela peut sauver une vie. Un jeune même de 5 ans peut prendre son téléphone actuellement pour appeler les secours. Il n'y a pas d'âge. Les élèves sont formés aujourd'hui avec ces gestes de premier secours, ces initiations, pour prendre un téléphone, pour au moins dire que maman a fait une chute dans la salle de bain et ne peut pas se bouger. Donc avant de faire un massage cardiaque, il faut savoir à quel moment on va faire ce massage cardiaque. Rodrigue Virassami est sapeur-pompier, formateur aux gestes de premier secours. Il adapte son discours au public qu'il initie. On va faire un massage cardiaque dès que la victime ne respire plus. Donc on apprend la position des mains et comment faire les compressions pour réanimer une victime. Voilà. À leur âge, à 9 ans, ils retiennent ce genre d'explication? Déjà la formation PSI1, donc prévention secours civique de niveau 1, on peut la partir à partir de 10 ans. Donc c'est fait pour qu'un enfant de 10 ans puisse réaliser le maximum de gestes et pouvoir sauver et porter secours à quelle que soit la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Une démonstration interactive suivie avec beaucoup d'attention par ce jeune public. De même que cet atelier PLS entendait position latérale de sécurité, geste très souvent appliqué en cas de malaise ou de traumatisme. Un mi-temps comme ça, donc ce qui veut dire qu'elle va continuer à respirer. Ils peuvent toucher vraiment du doigt et vraiment voir comment réagir face à quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui se blesse. Ça, ce sont des choses courantes de la vie. Quelqu'un qui se blesse à la maison avec un couteau, ils pourront dire à maman qu'est-ce qu'il faut faire, se laver les mains avant de faire un pansement. Et ça, au moins, ce sont des gestes, ce sont des réflexes, des gestes de secours qu'ils vont retenir. Sur le sol. Madame, vous voulez bien vous allonger sur le sol, s'il vous plaît? Oui. Un cas concret, une femme s'est blessée au bras. Le sapeur-pompier suit pas à pas avec ses élèves de CM1 la procédure à mettre en place. Quand il y a une personne qui a une coupure ou qui a fait un malaise, il faut appeler les pompiers ou le SAMU ou la police. Le numéro c'est 15, 18 ou 17. Ce sont des numéros quand même qui sont courts et qui sont facilement mémorisables. Ils les retiennent. Et les éléments de geste, c'est-à-dire les élèves sont très friands de tout ce qui est massage cardiaque. Aucun témoin autour de moi qui pourrait aller appeler secours à ma place. Quand on voit quelqu'un blessé, on ne doit pas s'agiter et qu'on doit se protéger pour ne pas lui rendre les microbes. Et quand la personne est blessée, il faut l'aider à se coucher. Et la sensibilisation au risque sismique fait partie de cette éducation aux gestes de premier secours. La Guadeloupe est appelée à vivre un séisme de forte magnitude. Le drame d'Haïti doit servir d'exemple. Avec les enfants, l'avantage, c'est que rentrant chez eux, ils pourront parler de ce qu'ils ont vécu auparavant. Ils pourront également chez eux faire, dans le cadre, si vous voulez, d'un plan familial de mise en sécurité, adopter les gestes qui sauvent, se mettre dans des endroits sécurisés pour que la famille, lorsque ça viendra,
puissent se retrouver à un lieu donné. La connaissance des risques est fondamentale pour une meilleure appréhension des dangers et une réponse adéquate. De retour chez nous, je rejoins maintenant notre invité, le chanteur Richard Cavé, chanteur du groupe Karimi, bien connu. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints un tout petit peu avant le début de votre concert dans quelques instants. Alors, il y a un concert ce soir, mais vous avez carrément fait un événement Karimi Weekend. Donc, il y a ce soir et demain soir. Un gros risque. Comment? C'est risqué? Bon, je dis ça parce que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Alors, quand même, justement, vos fans, ils se posaient une question. Ça fait 3 ans que vous n'êtes pas revenu en Guyane. Pour quelle raison? Normalement, tu sais, il faut avoir les conditions, toutes les conditions réunies. Ça fait pour que le groupe vienne. Ça fait un. Deuxièmement, il faut dire qu'on est en tournée dans d'autres pays à chaque fois. C'est pas qu'on n'aime pas la Guyane, mais ah oui, attention à ce que vous dites. Hein, exactement, les Guyanais, exactement. Ils vont s'en souvenir. Non, je sais. Écoute, et je pense que on fait beaucoup de tournées. Il y a des fois, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, ça fait déjà 4 ans qu'on n'a pas été. Tu vois, il faut séparer. Et c'est pour ça que le plus souvent, ça prend un petit temps pour qu'on vienne. Et puis les conditions ont été réunies cette fois-ci, et puis on est venu. Et du coup, vous mettez 2 dates d'un coup? On met 2 dates pour ravir le public. Oui, c'est pour la première fois qu'on fait ça. Et on fait un concert, et puis demain, on fait un bal. Et c'est un bal dansant, si tu veux. Et on a l'habitude de faire les deux. On fait le concert et c'est de la musique un peu plus rapide, si tu veux, beaucoup plus festive. Et puis le concert, c'est pas que c'est pas festif aussi, mais c'est en même temps dansant, si tu veux. Ouais. Alors, vos fans s'inquiétaient d'autre chose après l'annonce de Michael Guirand. Ils ont tout le monde a dramatisé. Alors, juste pour le rappeler, comme ça vous allez bien expliquer, il avait annoncé qu'il voulait s'éloigner de la scène pendant un temps, ou peut-être définitivement, vous allez nous expliquer, et finalement tout est rentré dans l'ordre. Oui, je pense que Michael, tu sais, 14 ans sur le business, et on ne voit pas ici, et chaque week-end si tu veux, mais on est sur le podium chaque week-end. Et on est sur le podium chaque week-end dans un pays différent. La dernière fois que j'ai pris une vacance, ça fait 10 ans, tu vois. Je pense qu'il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle un breakdown, un moment où tu veux un break, vraiment. Et je pense qu'il a fait ce break, il a fait ça 3 semaines qu'il a pris son break. Et puis il est venu et je pense que... Et c'est reparti pour un Ah oui, c'est reparti, je peux te dire, depuis le 24 décembre, c'est extraordinaire. Et le groupe va d'ailleurs fêter ses 15 ans en novembre prochain. En novembre. Alors, comment vous voyez l'évolution de la musique en 15 ans? Et c'est extraordinaire et de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire ce qu'on avait fait. C'est extraordinaire de voir qu'on a vraiment mis une empreinte, si tu veux, sur le marché international pour le nom de Karimi et aussi la musique haïtienne, parce qu'il faut avoir, après le Tabou Combo, un groupe qui puisse faire ça et on a réussi à le faire. Bon, je ne peux pas le dire à 100%, mais on a réussi à le faire au moins à 50% maintenant. Et donc, à quoi, on va dire, le public guyanais doit s'attendre ce soir et demain soir? C'est un groupe qui avait soif, qui a soif de vous, qui a soif de jouer devant un public guyanais. Et on a l'habitude, mais là, c'est vrai, ça fait 3 ans, on va se dégager sans Red Bull. Un dernier point quand même, sans Red Bull, c'est intéressant. Un dernier point quand même, donc votre dernier album, c'est Invasion, si on ne se trompe pas, qui date de 2013. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Maintenant, on prépare le prochain album et je fais beaucoup de featuring, je cherche beaucoup d'artistes et peut-être guyanais, je ne sais pas, peut-être que ça Oui, m'intéresse. justement, vous vouliez peut-être collaborer avec des artistes guyanais, vous l'avez annoncé. On a fait déjà Martinique et bon, on a fait Tina, c'est vrai, qui était la Guyane, mais et d'autres artistes. Et puis là, on prépare le nouvel album, le prochain album, et peut-être qu'il va sortir pour les 15 ans. Un nom quand même de quelqu'un, un Guyanais ou une Guyanaise avec qui vous aimeriez travailler? Et on a travaillé avec Fanny déjà, et on a travaillé avec Tina. Bon, et là, peut-être, ce serait bien de faire quelque chose avec Warren. Il y a des dancehall artistes aussi qu'on voulait faire, et je pense que ça peut être intéressant. C'est noté. Merci beaucoup, Richard Cavé, d'avoir été avec nous. Et puis, bon courage pour votre concert tout à l'heure, sans Red Bull, comme vous avez dit. Bonne soirée. Merci encore, et place à votre série Made in Guyane, avec ce soir l'histoire d'une ancienne infirmière qui a décidé de se lancer dans le cacao. Elle le transforme, elle travaille chez elle, route de Saint-Jean à Saint-Laurent depuis quelques années, et elle rêve de créer sa propre entreprise. Son chocolat, en tout cas, se vend déjà sur la place des marchés et également sur commande. Reportage. Alors, ce sont les fèves de cacao, 2e jour de fermentation. Drupa est agro-transformatrice. De l'arbre à la tablette, elle transforme le cacao en chocolat. Après la récolte des cabosses, la fermentation de la pulpe et des fèves est une étape primordiale. Elle sert donc à développer les précurseurs d'arômes en fait du cacao. C'est une étape très importante. Voilà, si on n'effectue pas en fait tous les arômes du cacao ne ressortent pas en bouche quand on fabrique le chocolat. Drupa travaille avec 2 variétés de cacao, des fèves de Trinitario importées de Trinidad
et du Forastero de Guyane, issu d'une plantation abandonnée près de Mana. L'humidité est la principale contrainte. Si pendant la saison sèche, le séchage des cabosses prend 1 semaine, en saison des pluies, c'est 2 à 3 fois plus. Voilà, il faut s'adapter, je pense. C'est bien sec et prêt à être torréfié. Donc, ça dépend en fait de chaque chocolatier, chaque personne en fait a sa recette de torréfaction. Moi j'ai opté pour une torréfaction douce, à longue durée voilà, ça permet d'avoir un goût unique qu'on a déterminé à l'avance. On voit que c'est bien torréfié au toucher déjà, la fève elle est beaucoup plus friable et à l'odeur. Voilà, donc là c'est bien torréfié comme il faut, voilà, pas trop corsé ni pas assez, on a le goût du cacao qui ressort. Après la torréfaction, les fèves subissent pendant plusieurs jours toute une série de transformations. Un savoir-faire que Drupa a appris en autodidacte. Avant de se consacrer pleinement au cacao, elle était infirmière. Je savais qu'un jour ou l'autre, mon parcours me ramènerait vers la terre. Et donc j'ai eu la chance de faire une formation agricole il y a 3 ans de cela à la MFR de Mana. Et au cours de cette formation, j'ai rencontré la cabosse de cacao. Et en fait, je suis tombée amoureuse de cette cabosse et depuis, je n'ai eu de cesse en fait que de savoir transformer cette fève en chocolat, en cacao. Ce qui me plaît avec cette matière, c'est de voir toutes les transformations qu'elle peut subir avant d'arriver dans le palais des gens et de voir le bonheur que les gens ont à déguster ce produit. On essaye donc dans un bain-marie froid de descendre la température entre 32 et 31 degrés pour que justement le chocolat, une fois moulé, puisse être croquant, brillant et cassant. Et voilà, qui ne fonde pas sous la main quand on le prend. Drupa produit en moyenne 300 tablettes de chocolat par mois et autant en poids de mignardise. Le tout chez elle, à la maison. Elle a fait une demande de subvention pour pouvoir construire un vrai atelier. L'objectif ? Doubler sa production, pour le plus grand plaisir de nos papilles. C'est un chocolat qui est fait avec beaucoup de passion, du début jusqu'à la fin. Si ça explose dans la bouche de la personne qui le mange, bah c'est gagné. Voilà. Et le pari est réussi. T'es gourmande. Et bon appétit si vous passez à table. Restez en tout cas avec nous dans quelques instants. L'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV.